La Savoie, bonjour. La France également. Bonjour, bonjour. Hein. Un bonjour à la Savoie et à tous Ouais. les spectateurs du monde entier. Oui, et puis merci de pouvoir donner la parole à la Savoie. Voilà. Bienvenue ici en Suisse aujourd'hui. On est en Suisse où on se retrouve par hasard avec Thierry Bécourt, Fabrice Bonnard, maître Fabrice Bonnard et Jacques Gantillan. Gapillon. Gapillan, pardon, excuse-moi. On va y arriver. Est-ce que peut-être chacun en 2 mots, vous pouvez rapidement vous présenter? Moi, je suis commerçant dans une station de sport d'hiver à Val Thorens. Et on a une clientèle internationale qui viennent pour la Savoie. Et maître Bonnard est ici en Savoie pour reprendre gentiment du service, en 2 mots. Alors, je suis entouré à ma droite d'un autochtone de Savoie, un authentique savoyard ou savoisien, par le sang et par le sol. Et puis Monsieur Bécourt, qui est un combattant pour la liberté et de ce peuple en particulier, le peuple de la Savoie. Et donc on a là la Savoie dans toute sa diversité, hein, les gens qui sont d'origine comme les gens qui arrivent et qui découvrent la situation et ne veulent pas rester indifférents à une injustice criante. Injustice qui ne concerne pas le monde entier, mais le monde entier sera concerné si le monde entier veut bien comprendre que la Savoie n'est pas un problème uniquement de la Savoie et de son peuple, mais c'est une solution pour toutes sortes de problèmes dans le monde. Il s'agit du dernier pays à décoloniser, et cette décolonisation peut signifier un virage définitif pour l'humanité. Que le dernier peuple colonisé fasse étalage de ses droits, c'est bien pour lui. Mais s'il fait étalage de ses droits et qu'il montre sa voie au reste du monde, alors là, c'est effectivement ce que moi, qui ne suis pas de ce pays-là, moi je suis un Français et je suis désolé de constater que le colonialisme français n'est pas mort malgré la fin de la 3e décennie de l'élimination du colonialisme votée en Assemblée générale de l'ONU. Nous sommes maintenant dans la 4e décennie, le colonialisme n'est toujours pas éradiqué. Le post ou le néocolonialisme ou le crypto-colonialisme a de beaux jours devant lui, mais il a en face de lui sur son chemin la Savoie, qui est un cas très particulier. Alors oui, on a un fer de lance de la Savoie libre ici avec Thierry. Thierry Bécourt, hein, je crois aussi. Vous travaillez beaucoup ensemble. Thierry, est-ce que tu veux dire quelques mots aussi pour te présenter? Ben oui, Fabrice m'a déjà un peu présenté, et toi aussi en parlant de fer de lance. En fait, moi, je suis aussi français, donc du nord de la France, mais rattaché au pays de Savoie depuis mon enfance, où j'ai rêvé d'habiter en Savoie. Je m'y retrouve depuis une bonne dizaine d'années maintenant en vivant sur le territoire. Par contre, je suis en Savoie depuis ma jeunesse à chaque vacances. Donc avec le rêve de dire enfin je vais habiter la Savoie. Et en fait, ma spécialité était la défense des libertés, particulièrement la liberté de conscience en France, où j'ai mis sur pied une organisation non gouvernementale de l'ONU, ECOSOC, maintenant, depuis 4 ans, et dont l'objectif de libérer la parole et la liberté de penser en France et en Europe ensuite. Quand je suis arrivé il y a une bonne dizaine d'années en Savoie, donc pour y habiter, j'ai découvert effectivement tout le combat de Fabrice, qu'il mène depuis une vingtaine d'années. Et bon, moi je voyais le pays accueillant, et toutes ses vallées, ses richesses. Et j'ai découvert un dossier qui était ma spécialité, c'est-à-dire une liberté qui était totalement bafouée par mon pays de naissance. Et donc j'ai mis comme je travaillais aussi à l'ONU avec mes associations, donc du coup je me suis dit je vais me lancer dans ce combat de Savoie
pour retrouver la liberté, la sauvegarde et la restauration de la Savoie. J'ai découvert simplement que la Savoie était un pays et non pas une revendication autonomiste comme on parle trop souvent. Souvent on dit ah ouais, la Savoie c'est des autonomistes. Non, c'est un pays et il faut restaurer le pays. Et effectivement, c'est le dernier pays non décolonisé qui n'est pas décolonisé normalement comme ça aurait dû l'être au 31 décembre 2020. Nous sommes le 5 2021, donc il y a encore du boulot. Et donc on appelle les instances internationales et la France aussi à respecter les droits, le droit international et puis ses propres constitutions pour pouvoir dire maintenant, ok, la Savoie, on lâche. Et c'est un espoir pour le monde, la Savoie, parce qu'on parle de Savoie en tant que sa voix, donc la voix du cœur, c'est comme ça que j'aime la définir, et puis que cette voix du cœur, eh bien, elle doit être exemplaire pour le monde entier. Et on compte bien aller jusqu'au bout de ce qui est le droit et notre droit de Savoie. Et maintenant, c'est en tant que Savoyard que je mets toutes mes énergies avec des membres éminents de la Savoie qui font ça depuis longtemps, et puis avec Fabrice en tout cas. Alors en résumé, avec une formule choc, ce monde se perd et il faut le refaire. On va commencer par le Mont Blanc. Voilà. Et le Mont Blanc, c'est la Savoie. Et la Savoie risque de montrer sa voie au Nouveau Monde. Tout le monde, que ce soit les riches, les pauvres, les cultivés, les incultes, quelle que soit la race, la religion, l'âge et les caractéristiques de chacun, de plus en plus de monde sont d'accord pour dire que le monde se perd. Voilà. Alors si ce monde se perd, il faut le refaire. Et si on veut refaire le monde, il faut commencer par quelque part. Et il faut commencer par quelque part de très particulier, avec un statut juridique très particulier qui risque d'ouvrir les consciences et d'élargir les champs de conscience et de résoudre des problèmes. Par exemple, très concrètement, la politique étrangère française pose problème. Elle pose problème au reste du monde, mais elle pose également de problème à la France. Les prises de position diplomatiques françaises, du fait de sa situation d'ex-puissance coloniale, ayant conservé une emprise sur des territoires et des peuples dans le monde entier, eh bien, cette situation finit par ternir l'image de la France. Régler le problème de la Savoie, pour la France, c'est également régler le problème de ses relations avec tous les autres peuples du monde. On ne peut pas imaginer que la France, qui affirme et qui considère que les départements 73 et 74 sont définitivement et éternellement territoire français, on ne peut pas imaginer que mise face à la cruelle réalité de ce mensonge, depuis 1945, il est interdit par le droit international d'aller coloniser le voisin et d'asservir le peuple d'à côté. Mais aujourd'hui, la Savoie donc, est toujours une colonie, donc finalement, la Savoie n'est pas libre. Comment est-ce que c'est perçu parmi les gens de la Savoie? Jacques, toi qui es commerçant, comment est-ce que c'est perçu parmi ces gens? Est-ce qu'ils se sentent plutôt français ou des gens de la Savoie? Comment est-ce que ça se passe concrètement sur le terrain? Il y a les deux. Il y a des gens qui veulent être indépendants, savoyards, qui savent depuis des décennies qu'on est un réel pays, et puis d'autres qui ont manque de connaissances, qui veulent rester français parce qu'ils pensent que c'est mieux, parce que c'est un manque de connaissances. Mais sinon, dans le fond, quand on parle avec eux, ils veulent vraiment être savoyards. Et la France, ils se rendent compte qu'on est autonome et qu'on n'a pas besoin de la France pour survivre, pour vivre même très bien, en parfaite liberté. Est-ce que donc c'est un modèle un petit peu pour l'avenir par rapport à d'autres pays qui se décolonialisent finalement? Comment est-ce qu'on peut voir ça? L'avantage qu'a la Savoie, c'est qu'elle a les moyens de ses ambitions. C'est-à-dire que c'est un pays qui a non seulement vécu pendant des siècles indépendamment de la France, mais en plus, elle vivait, c'était un pays puissant économiquement. Donc sa situation géographique, géostratégique, ses caractéristiques économiques, de développement industriel
font de la Savoie 2 départements parmi les plus riches des départements français. Ça rend absurde la question de se demander si la Savoie, changeant de statut juridique, serait viable ou pas. Elle a été viable pendant des siècles, aucune raison qu'elle ne le redevienne pas, elle l'est restée. Donc à un moment où la France, comme plein d'autres pays, ont vraiment une soif de réforme, la Savoie, 2 départements français, peut être le parfait laboratoire d'expérimentation de la mise en place de solutions nouvelles. La France, Laboratoire, ouais. oui, un laboratoire. Les 101 départements français, je ne peux pas imaginer que 2 départements parmi les 101 départements, sur la base du système actuel moribond, construisent rapidement un système plus moderne, plus performant, plus conforme aux aspirations de tout le monde, que ce soit ceux qui profitent du système comme ceux qui en souffrent, mais tous se rendent compte que ce système est à bout de souffle. Donc forcément, s'il est à bout de souffle, il y en aura un derrière, et celui de derrière, de quelle nature sera-t-il? Par où commencer? Eh bien, je dis qu'il faut commencer par la Savoie. Parce que la Savoie, de toute façon, par l'effet de son changement de statut juridique tardif, puisque dès 1948, avec l'application du traité de paix de la Deuxième Guerre mondiale, la Savoie aurait dû entrer dans un phénomène de décolonisation automatique. Le fait qu'on ait retardé place la Savoie dans une situation privilégiée. Toute situation présente des avantages et des inconvénients. Le fait que la Savoie soit le dernier pays État avec des frontières qui sont définies, des bornes autour du pays qui définissent très, très précisément l'endroit où se situe la Savoie. Une armée, des lois qui existaient avant l'annexion. En cas d'abrogation du traité de 1860, c'est-à-dire si on considère que l'annexion de la Savoie et de Nice en 1860 prend fin par les faits de l'application du système juridique moderne de 2020, si ça disparaît, la Savoie se retrouve dans la situation qui était la sienne en 1859, c'est-à-dire en 1815, après le traité de Paris, suivant la bataille de Waterloo perdue par la France et le démantèlement du Premier Empire. Donc en fait, la Savoie est un pays à part entière. C'est un pays à part entière depuis des siècles. Il est colonisé, il est annexé par l'effet d'un traité, mais ce traité disparaissant, ce pays qui est finalement moderne, qui est finalement et financièrement privilégié par rapport aux autres départements, il se retrouve dans une situation où il fait tabula rasa, il fait table rase de tout ce qui s'est passé depuis 1815. Or, par exemple, l'Europe, c'est à partir de 1815 qu'on voit se dessiner les systèmes financiers qui arrivent à bout de souffle aujourd'hui. Et on a finalement un laboratoire composé de personnes qui n'ont pas besoin de ce changement de statut juridique pour vivre correctement, mais qui se voient offert soudain par le destin une opportunité formidable qui est d'être exemplaire. Si la Savoie est exemplaire, cet exemple rayonnera immédiatement sur la France. Je ne peux pas imaginer que Grenoble, assistant à des réformes salvatrices et innovantes en Savoie, ne dirait pas, mais nous voulons les mêmes solutions que celles qui ont marché à côté. C'est-à-dire que si jamais la Savoie conçoit des institutions modernes et dignes du XXIe siècle,
par capillarité, la France suivra. Elle suivra d'autant plus qu'elle y a intérêt, vu que son système s'effondre. Son système s'effondrant, il faudra bien qu'elle imagine des solutions pour rebondir à partir de règles de droit moribondes, qu'à partir de cet instantané, elles conçoivent une nouvelle France. La nouvelle France, la future France, c'est la Savoie. Donc là, on parle de laboratoire, d'exemple. Thierry, comment ça se passe concrètement sur le terrain aussi? Parce que finalement, celui qui est au front avec les Savoyards, c'est aussi beaucoup toi. Maître Bonnard a beaucoup travaillé dans l'ombre pour mettre en place tout ce concept juridique. Et toi, est-ce que peut-être tu peux nous dire quelque chose un petit peu des Savoyards directement? Dans l'organisation concrète, il se trouve que on a la chance d'avoir un avocat français, ce qui est assez étonnant, parce que c'est la France qui vient, dire, de façon tout à fait légale, aider la Savoie à s'en sortir, donc par une lucidité, une compréhension du dysfonctionnement de la République française. Et un avocat tout seul ne peut pas travailler. Et le peuple de Savoie ne peut pas travailler sans un conseil juridique, donc dont Fabrice a la responsabilité. Donc il nous fallait deux autres choses. Il nous fallait un gouvernement de transition et le peuple à côté. Donc ce qui fait que ce que l'on a appelé le Sénat souverain de Savoie. Alors pourquoi Sénat souverain de Savoie et pas simplement gouvernement de transition? Parce qu'on a repris l'histoire de la Savoie qui remonte, quand on regarde un peu, à 800 ans quand même. Et en 1559, le pays de Savoie s'appelait Sénat souverain de Savoie. Donc on n'a pas repris Sénat souverain de Savoie comme ça pour le plaisir, par invention, mais on s'est appuyé sur des textes historiques. À partir de là, l'objectif était de faire une structure triangulaire. Un gouvernement provisoire, de transition, donc qui n'a pas la charge de prendre le pouvoir, mais qui a la charge simplement de prendre les affaires juridiques, historiques et administratives, donc qui va servir d'intermédiaire entre le gouvernement français, les instances internationales et le peuple de Savoie. Ensuite, évidemment, un conseil juridique. Pas de conseil juridique tout seul, sans le peuple, ça ne va pas. Et le peuple sans conseil juridique, c'est un peu difficile. Hein, chacun sa fonction. Et ensuite, il nous fallait aussi une possibilité de réunir le peuple. Cette possibilité, ce sont les commissions. Donc le Sénat souverain de Savoie est composé donc un conseil administratif, ce qu'on appelle un conseil national, un conseil juridique et des commissions. Alors les commissions, c'est simplement, en quelque sorte, un peu les ministères. C'est-à-dire qu'on a une commission santé, commission éducation, commission bâtiment, commission chasse et pêche, enfin, je veux dire, tout ce qui va faire transport, etc., énergie, tout ce qui va faire fonctionner un pays. Donc en fait, là, il nous fallait aussi une constitution sur laquelle nous travaillons. Hein. Un peuple, c'est un territoire, un peuple, une constitution, une armée. Hein. Donc, donc, ceci, on est en train de reprendre en fait tout ce qui existait déjà avant le traité d'annexion de 1860, donc avec le droit sarde, et ensuite de réactualiser aujourd'hui. Et pour cela, il nous fallait aussi une devise. La devise, on l'a choisie tripartite, et justement, l'exemplarité de la Savoie, c'est la devise qui a été choisie par ceux qui ont repris cette organisation pour le peuple de Savoie, et qui est probité, respect, transparence. Donc l'idée de la probité, on va essayer de soi-même être bien dans ses bottes et bien droit, et d'être juste avec nous-mêmes et avec les autres. Le respect, évidemment, mais le respect, c'est pas simplement le respect de l'humain, c'est le respect de la nature, c'est le respect, on parlait d'écologie, c'est bien beau, mais bon, l'agenda 21, on voit ce que c'est. Donc là, on parle de respect. Respect par lui-même, c'est on va respecter les autres, on va respecter les animaux, on va respecter la nature, enfin, je veux dire, on va respecter la vie spirituelle, les pensées, enfin, c'est vachement important, le respect. C'est une manifestation de l'amour, donc de l'idée de la Savoie, hein. On est vraiment dans la croix de Savoie, la croix lumineuse de Savoie, et le rouge représentant l'énergie du sang humain qui a toute la couleur rouge, et là on est unis par l'intermédiaire de la couleur rouge, hein, étant donné que on a tous le même sang. Et ensuite, l'idée de la transparence, c'est-à-dire que tout ce que l'on fait est transparent. C'est-à-dire qu'on n'a pas à avoir peur de qui on est, et surtout on doit montrer qui on est, pas agir par derrière. Donc que ce soit des sociétés, que ce soit des individus, tout doit être transparent. Donc à partir de là, c'est cette idée d'exemplarité qu'on va montrer. Donc comme le disait Fabrice, indéniablement, ça veut dire que l'exemple qu'on va montrer, les autres vont se dire « et pourquoi pas nous ?»
Je prends deux exemples. Au niveau de la santé, notre objectif, c'est de faire, par exemple, une académie de santé, une académie médecine, qui va toucher toutes les médecines. C'est-à-dire qu'on ne va pas faire que de la médecine chimique des laboratoires pharmaceutiques. Ça va être la médecine qui va toucher toutes les médecines alternatives, acupuncture, homéopathie, phytothérapie, enfin tout ce qu'on peut imaginer, mais aussi les médecines mondiales. C'est-à-dire qu'on va faire venir des médecins tibétains, des médecins d'Amérique du Sud, des chamans, enfin, je veux dire, tout ce qui est médical et qui a fait ses preuves depuis des millénaires. La médecine chinoise, enfin, tout type de médecine. C'est qu'un médecin qui va sortir de l'Académie de médecine, et là, il faut voir notre commission médicale avec plusieurs médecins et autres spécialistes dedans, qui sont en train de réfléchir à tout ça et qui sont en train de dire, nous, on va former des médecins en Savoie qui vont être des vrais médecins qui vont toucher à toutes les médecines. Effectivement, évidemment, on va toucher aussi à la médecine chimique, mais ce sera Public Pharma qui va financer les académies de médecine à 85%. Donc évidemment, la formation ne sera plus la même. Bon, le droit, c'est pareil. On va faire un droit international, bon, certainement sur Annecy d'un côté, Chambéry de l'autre, Albertville, il y aura autre chose, etc. Enfin, les grands points, les grandes villes de Savoie. Et là, dans tout ce qui concerne le droit, on va parler de droit international. Et la base du droit, c'est le respect de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et que, évidemment, les personnes qui ne respectent pas ça, ben, ils vont être sanctionnés par la Savoie. Alors, pour laisser la parole aussi, parce que souvent on nous pose la question, oui, mais d'abord, est-ce que il y a toujours des gens qui trafiquent, des gens, comment on va éviter les trafics et ce qu'on retrouve maintenant? Mais c'est facile, c'est le tribunal populaire. C'est-à-dire qu'un juge, il ne va pas être jugé par les juges. Un policier ne sera pas jugé par les policiers. Et comme ça, pour n'importe quoi, ce sera le peuple qui va juger par tirage au sort, donc ce ne sera pas installé, et tout membre et habitant de Savoie sera de toute façon responsable, y compris au niveau militaire et policier, etc. C'est le système immunitaire d'un pays. Hein. Nous, on est tout à fait d'accord avec l'armée, la police, la gendarmerie. Ils ont leur place, et ô combien, mais seulement ce sera en lien avec le peuple. C'est le peuple qui va, en définitive, en dernier recours, avoir son mot à dire. Et qui a un problème, c'est le peuple qui juge. Et donc, le juge, une fois, au lieu de faire ses petites affaires par derrière, il va réfléchir à deux fois parce que ce sera le peuple qui va dire ah, voilà, non, mon avis, ça va pas là. Donc, vous voyez, c'est toute une autre façon de prendre en main le pays. Et gageons qu'à l'extérieur, ils vont se dire oh là là, c'est pas mal la Savoie. C'est ça l'exemplarité de la Savoie. C'est ça, c'est très intéressant. Au niveau du peuple, justement, Jacques, est-ce que tu as l'impression qu'il y a une union parmi les Savoyards qui sont conscients et qui ont cette envie de retrouver leur liberté et de se décoloniser? C'est une certaine souveraineté, comme dit très bien Thierry. On apprend les gens à devenir souverains. C'est vrai qu'il faut qu'ils réfléchissent par eux-mêmes, avoir une certaine liberté, d'indépendance et de faire notre pays souverainement. Donc tout le monde est responsable d'eux-mêmes et des autres et pour que le pays soit en marche bien. Et ça, au niveau timing, on sait que Maître Bonnard travaille depuis longtemps sur ce projet, depuis des années, plus de 10 ans, 17 ans, sauf erreur, sur ce projet. Sur le terrain, depuis combien de temps vous êtes vraiment sur le terrain à éduquer finalement le peuple, à le préparer à cette décolonisation? Ça a commencé. Alors, il y a eu toute une épopée indépendantiste. Donc la Ligue savoisienne, à partir des années 90, a ouvert les esprits. On a retrouvé les archives qui avaient été détruites. Donc la conscience de la situation particulière de la Savoie, elle remonte à la Ligue savoisienne. Mais à cette époque-là, juridiquement, la position de la Savoie, c'était d'invoquer la caducité du traité de 1860. C'est-à-dire qu'au moment du rattachement, un certain nombre de promesses avaient été faites, qui n'ont pas obligatoirement été respectées, et la Ligue savoisienne a réveillé les consciences sur le fait que certaines promesses n'avaient pas été tenues, que par exemple lorsqu'on on envisageait à plusieurs reprises de fermer la cour d'appel de Chambéry, alors que cette cour d'appel de Chambéry, c'est la juridiction suprême de ce pays
annexée et que dans les promesses qui ont été faites par la France, il y avait celle de ne jamais toucher à la cour d'appel de Chambéry. Par ces attaques répétées, la Ligue savoisienne a réussi à démontrer qu'il y avait problème et que peut-être les promesses n'étant pas tenues, il fallait envisager une sécession. Voilà. Mais on était sur la base d'une caducité, d'un non-respect de la parole donnée. Pour parler latin, frangenti fidem non est fides servanda, à celui qui rompt la foi n'est pas due. Donc les Savoyards, les Savoisiens, dans les années 90, se rendent compte de ça et commencent à revendiquer la possibilité d'opposer à des gens ne tenant pas parole le fait que la Savoie était déliée de sa parole, vu que par exemple les élections, la votation de 1860, on avait retrouvé les documents historiques comme quoi il y avait eu une triche, que des hommes en armes emmenaient les gens voter, qu'il n'y avait pas de bulletin non, etc. Bon, tout ce travail a été fait, mais juridiquement prenait la forme d'une invocation de caducité. C'est-à-dire, mon interlocuteur ne respecte pas ses engagements, alors je me sens de plus en plus délié par ce qui nous unit. Le traité du 24 mars 1860 est affaibli par l'attitude de la France qui oublie ses promesses et ses obligations internationales. Voilà. Et puis, j'ai découvert qu'il y avait un argument juridique plus puissant que la caducité. La caducité, c'est qu'il faut faire juger que celui qui vous a promis quelque chose n'a pas respecté et que ce non-respect est suffisant pour justifier l'annulation, la disparition de l'accord de départ. Dans le cadre de l'abrogation, c'est tout à fait différent. Dans un traité international est prévu un cas de figure dans lequel on stipule expressément qu'en cas de violation de telle disposition, alors la conséquence sera la disparition du traité en question. Alors, c'est le traité de paix de la Deuxième Guerre mondiale. Avantage pour la Savoie, c'est signé à Paris. Donc la diplomatie française peut difficilement nier avoir signé ce traité. Et ce traité, dans son article 44, prévoit des obligations de notification à l'Italie de la volonté de remettre en vigueur le traité de 1860 qui avait été suspendu par l'effet de la guerre, et avec des délais préfixes de 6 mois. Vous avez 6 mois pour notifier, puis ensuite cette notification, vous devez l'enregistrer à l'ONU parce qu'en 1947, l'ONU vient d'apparaître et qu'il faut se soumettre aux obligations générales d'enregistrement des traités dans le but d'éradiquer la diplomatie secrète qui avait été à l'origine de la Première Guerre mondiale. Et donc la SDN a bien compris que c'est pas possible, on pouvait pas imaginer, on pouvait pas laisser le monde continuer de faire de la diplomatie secrète sans que les pays sachent qui est copain avec qui. Bon, SDN, c'est donc la Société des Nations. C'est ce qui a précédé à l'ONU, en fait. Hein. Et donc, un article 102 de la charte de l'ONU a précisé que tous les États membres de l'ONU doivent enregistrer auprès du secrétaire général de l'ONU tous leurs traités, afin que la communauté internationale sache qui est avec qui et qui fait quoi. Bon, cet article 102 est suivi d'un article 103 qui dit que si vous n'enregistrez pas un traité à l'ONU, vous ne pouvez pas en faire état. Il n'y a donc pas de sanction réellement, sauf que à partir de 1945 et de la charte de l'ONU, vous devez enregistrer, tous les pays doivent enregistrer, s'ils sont États membres de l'ONU, qu'ils ont adopté la charte
ils se sont engagés, en vertu de l'article 102, à déposer au secrétaire général une copie de leur traité. Et article 103, si vous ne l'avez pas fait, c'est pas grave, on ne va pas vous mettre une amende pour ça. Vous êtes souverain d'enregistrer ou pas vos traités. Par contre, si vous êtes membre de l'ONU et que vous aviez l'obligation d'enregistrer vos traités et que vous ne l'avez pas fait, alors l'article 103 vous interdit simplement de faire état de ce traité que vous n'avez pas enregistré devant aucun des organes de l'ONU. Alors, là, on parle beaucoup de traités. Alors, je vais vite. Ce qui est très important à comprendre, c'est que, s'agissant de la Savoie, il y a donc une double obligation d'enregistrement de la Savoie auprès de l'ONU. En vertu de l'article 102, parce que le traité de 1860 est un traité comme les autres, et qu'il doit être enregistré. Et puis, une deuxième obligation d'enregistrement qui découle du traité de 1947, c'est-à-dire du traité de paix de la Deuxième Guerre mondiale, et vu le changement d'autorité administrative pendant la guerre et de transfert sur l'administration italienne de 40 à 48, ce traité de 47 donne obligation à la France de notifier sa volonté de remettre en vigueur le traité de 1860 et cette notification de l'enregistrer auprès de l'ONU. Il y a donc deux enregistrements. Il y a l'enregistrement du traité de 1860 en vertu de l'article 102 charte de l'ONU, comme tous les autres traités, mais également, s'agissant de la Savoie, transférée à l'administration italienne pendant la Seconde Guerre mondiale, au moment du traité de paix, un article 44 qui dit à la France, le traité de 1860, tu dois notifier à l'Italie que tu veux le remettre en vigueur. Mais cette notification, n'oublie pas de l'enregistrer au secrétaire général. Il y a donc deux enregistrements. Un enregistrement d'ordre général, pas de sanction, sauf que si vous ne l'avez pas fait, vous ne pouvez pas en faire état. Alors j'ouvre une parenthèse immédiate pour rire, et en esprit coubertin. Lorsque la Cour de cassation voterait par une réponse volontairement erronée du Quai d'Orsay qui, en 2010, interrogé de savoir avez-vous notifié, avez-vous enregistré le traité, répond nous avons notifié, péremptoire, et quant à l'enregistrement, il n'y a pas de problème. Certes, nous n'avons pas enregistré, mais nous allons le faire dans les plus brefs délais. Et les instructions ont d'ores et déjà été données pour ce faire. Nous sommes en 2010. Aujourd'hui, on est en 2020, 2021 même. Alors, sur cette base, qui est un double mensonge, moi, au moment où le Quai d'Orsay me répond ça, je sais que ce sont deux mensonges. Je sais qu'ils n'ont pas notifié le traité de 1860 à l'Italie pour le remettre en vigueur. Et deuxièmement, j'ai une attestation de l'ONU comme quoi ils n'ont pas enregistré le traité. Par conséquent, quand le Quai d'Orsay répond qu'ils ont notifié et qu'ils vont enregistrer, qu'il n'y a pas de problème, ils ont d'ores et déjà donné des instructions, je sais qu'ils mentent. Mais je les laisse mentir. Je laisse la Cour de cassation, s'appuyant sur cette réponse fallacieuse et de mauvaise foi, rendre des décisions qui vont dire aux Savoisiens circuler, il n'y a rien à voir, tout ce que vous dites, c'est n'importe quoi, car nous avons la réponse de la France, tout ce que vous dites serait vrai si nous n'avions pas notifié et si nous n'avions pas enregistré. Alors, je peux en 2020 retourner cet arrêt de cassation s'appuyant sur le mensonge initial du Quai d'Orsay pour dire vous avez débouté les gens considérant que ça avait été notifié et enregistré. Mais puisque depuis 2013-2014, on sait que ni l'un ni l'autre n'a été fait. Ben oui, parce qu'ils se sont trompés entre l'enregistrement article 102 du traité et l'enregistrement de la notification à l'Italie. Ils ont confondu les deux. Mais si vous arrivez devant l'ONU, au secrétaire général, et que vous demandez à enregistrer le traité de 1860 en vertu du traité du 10 février 1947, les juristes de l'ONU, ils vous disent mais non, mais vous ne pouvez pas enregistrer. Alors, on ne peut pas vous donner satisfaction pour deux raisons. D'abord, vous voulez enregistrer à l'ONU un traité d'annexion territoriale.
Donc c'est non conforme à l'article 1 de la charte de l'ONU. Donc en vertu de l'article 102, vous ne pouvez pas, ou alors vous enregistrez un traité d'annexion, mais pour nous indiquer immédiatement dans la seconde d'après que vous l'enregistrez pour décoloniser. Donc la France ne peut pas enregistrer le traité de 1860 en vertu de l'article 102, de par sa nature coloniale et d'annexion territoriale. Ils ne peuvent pas le faire. Et alors, ils doivent le faire puisqu'ils se sont engagés devant la représentation nationale. Ils ont dit on va l'enregistrer, on a d'ores et déjà donné nos instructions. Mais quand ils arrivent devant le secrétaire général, ils lisent l'article 44 et c'est à défaut d'une tale notificazione, c'est-à-dire d'une telle notification, d'un tel enregistrement précédé d'une notification, si la notification n'existe pas, comment enregistrer une notification qui n'existe pas? Alors, ils ne peuvent pas enregistrer le traité de 1860 parce que c'est un traité d'annexion territoriale, et ils ne peuvent pas enregistrer la notification parce que la notification n'a pas eu lieu. Dès lors, j'ai le Quai d'Orsay qui a menti à la représentation nationale, mais qui a vautré la Cour de cassation, pensant que ce qui avait été dit était vrai. Ils rendent une décision qui est défavorable aux Savoisiens, mais qui aujourd'hui peut être retournée comme une chaussette. Vous nous avez déboutés en partant du principe que le Quai d'Orsay vous avait rassuré sur la notification et sur l'enregistrement. Mais puisque le Quai d'Orsay lui-même, 2 ans plus tard et 3 ans plus tard, a été obligé de confirmer qu'il n'avait pas notifié et qu'il ne pouvait pas enregistrer, alors à ce moment-là, les arrêts se retournent. Les Savoisiens ont été déboutés parce que le Quai d'Orsay avait menti à la représentation nationale et que les magistrats, partant du principe que le Quai d'Orsay ne pouvait pas mentir aux Français, eh bien, se retrouvent coincés. Alors aujourd'hui, nous sommes en 2020 et 2021. 2021 même, depuis quelques jours, et on a un exemple assez fabuleux d'une contestation de défaut de port de masque, où les autorités françaises opposent ce fameux arrêt où la Cour de cassation a dit circuler, il n'y a rien à voir, tout est régulier, il y a eu notification, il y a eu enregistrement, tout va bien. C'est-à-dire qu'on est en 2020, les magistrats vautrés par leur propre décision rendue sur la base d'un mensonge initial, s'enfoncent à dire « mais nous avons déjà jugé ». Ben oui, mais vous avez déjà jugé sur la base d'un mensonge avéré aujourd'hui. Il y a un décalage incroyable entre la situation juridique réelle et la situation juridique apparente. La Savoie, en réalité, ce sont des Français, les gens qui sont en Savoie. Ce sont des porteurs de passeports français. Ce sont des porteurs de passeports français. Ils subissent les décisions de l'État français, mais les habitants comme Jacques ont une double légitimité à se défendre contre des décisions étatiques qui Alors, on entend disparaître leurs libertés individuelles et collectives. C'est ça, on entend qu'il y a une perte de souveraineté. Ce sont des Français, dit la France. Ils disent que ce sont des Français, donc ils sont Français. C'est la France qui décide de savoir si Jacques est français ou pas. Bon. Mais Jacques, il sait qu'il n'est pas français, lui. Mais lui, il a donc une double légitimité à dire qu'il n'est pas d'accord à se prendre 135 € s'il n'a pas de masque en pleine montagne la nuit et qu'il n'y a personne à 2 km aux alentours. Il l'a vécu. Par conséquent... Est-ce que peut-être tu peux nous dire un mot alors si tu l'as vécu? Oui, je portais de bon garage chez moi pour faire quoi 50 mètres, traverser une route. En pleine nuit, à 6 h du soir, c'est nuit noire à Val Thorens, quand c'est pas en période de vacances. Il y a désert complet. J'ai pas le masque, pas d'attestation, forcément pour qui? Il n'y a même pas un corbeau, il n'y a personne. Puis ça monte quand même 3 policiers en voiture qui s'arrêtent. Des policiers français alors? Parce que j'ai pas le masque, j'ai pas l'attestation. Très très agressif. Alors j'ai dit qu'ils étaient légitimes sur le territoire de Savoie. Et forcément, en conflit, c'est parti en conflit parce qu'ils se disent
forces de l'ordre français et qui sont soumis aux lois françaises, mais ils ne savent pas les textes de loi. Et en plus, ils ont l'ordre de désobéissance à des ordres illégaux, parce que c'est un ordre totalement illégal. Vous êtes bien d'accord, le basque, c'est pour protéger quelqu'un. Moi, je suis pas malade, en plus, et il n'y a vraiment personne. Donc, c'est illégal. Et voilà ce que c'est. Mais bon, on entend, c'est une situation très complexe. Peut-être, je vais vite me lever pour chercher un document qui est venu avec Fabrice Bonnard ici, qui va peut-être un peu illustrer la situation complexe finalement de la Savoie, de la relation avec ses voisins, parce qu'aujourd'hui on est ici en Suisse. Donc peut-être est-ce que tu veux nous dire 2 mots sur ce document, parce que je crois que ça retrace quand même un petit peu l'histoire de... Alors, il faut bien comprendre que bien que ce soit 2 départements français, la Savoie et la Haute-Savoie constituent un pays bien défini qui a été rattaché à la France par les faits d'un traité international, c'est le traité de Turin du 24 mars 1860. C'est cet acte international qui transforme ce pays séculaire en département français. Mais les caractéristiques de ce pays demeurent. Exemple pour bien comprendre. Il n'y a pas de cadastre. Depuis 1760, donc un siècle avant l'annexion, on a mappé la Savoie. Lorsque la France arrive en 1860 et qu'elle est en train de fabriquer son cadastre, elle n'a pas besoin de le faire en Savoie, les parcelles sont cadastrées par la Mapsarde. Voilà, la Savoie, ce sont 2 départements, mais ça n'est pas que 2 départements. C'est 2 départements rattachés à la France par les faits d'un traité international. Que se passe-t-il si ce traité international est annulé ? Est annulé soit par défaut de respect des engagements initiaux, c'est tout le travail de la Ligue savoisienne et sur la caducité, la démonstration du non-respect par la France de ses engagements, mais c'est également maintenant le problème de l'abrogation plein texte par l'effet du traité de paix de la Deuxième Guerre mondiale. C'est le traité le plus important depuis 1945. Il faisait obligation de notifier dans un certain délai, d'enregistrer, ça n'a pas été fait. Sanction, alors pour le coup, article 44, paragraphe 3 du traité de paix de la Deuxième Guerre mondiale, les traités qui n'auront pas été notifiés puis enregistrés sont tenus pour abroger. Le traité de 1860 est abrogé. À partir de ce moment-là, le statut juridique a changé. Je n'ai pas besoin d'en faire la démonstration, qu'on me fasse la démonstration inverse, qu'on me dise qu'on a notifié et qu'on a enregistré. C'est-à-dire que l'on me prouve que la Cour de cassation avait raison de dire aux Savoisiens circuler, il n'y a rien à voir, dans la mesure où le Quai d'Orsay a bien notifié et a bien enregistré. Mais on n'a pas besoin de le démontrer. Le Quai d'Orsay a reconnu lui-même n'avoir pas notifié et ne pas pouvoir enregistrer. Par conséquent, la situation, elle est claire. Le traité de 1860 n'est plus en vigueur. Et je pose la question, s'il n'est plus en vigueur, alors, en vertu de quel texte la France continue-t-elle d'administrer la Savoie et d'empêcher M. Gapaillan de rentrer chez lui, de traverser la route en pleine nuit à 2000 mètres d'altitude et par -5. Je n'ai pas l'impression que le Covid va sauter sur les personnes qui sont chez eux, à 300 mètres devant leur cheminée. Quand un garagiste de Val Thorens décide de traverser la rue pour rentrer chez lui. Alors, mais j'ai envie de demander à qui profite le crime finalement. Alors disons que Monsieur Gapaillan est un porteur de passeport français. À ce titre, il peut opposer aux Français toute la réglementation française. S'étonner, par exemple, que le ministère des Transports, qui est compétent en matière de transport, donc de remontée mécanique, puisse s'expliquer sur la possibilité pour des usagers du métro d'appuyer sur un bouton unique pour ouvrir la porte. Donc là, risque de contamination
maximum. Mais par contre, le même ministère des Transports interdit l'utilisation de remontées mécaniques dont les ouvertures de portes sont automatiques. Vous n'avez pas appuyé. En plus, il y a des gants en général, ouais. Pour ouvrir C'est des sièges. le télésiège ou l'œuf arrivé dans la gare d'arrivée. Donc, on a le même ministère des Transports qui autorise un transport hyper dangereux et ce même ministère des Transports interdit un transport sécurisé. Bon, donc, M. Gapayan, comme tous les gens de Savoie, peut faire du droit français. Mais, alors, Mais historiquement... à la différence des autres Français, il peut également faire du droit international. Il dit non seulement ce que vous faites, c'est complètement débile, mais en plus, vous n'avez plus le droit. Ce n'est pas au ministère des Transports français de décider si la station de Val Thorens ou de Courchevel doit être sécurisée la nuit à -4 avec des rues désertes. Rues désertes à cause de quoi? Mais rue déserte tout simplement parce que les remontées ayant été fermées, il n'y a pas de touristes. Ouais. C'est ça, donc c'est l'absurdité dans l'absurdité, avec un avantage pour la Savoie, c'est que comme tous les Français, ils peuvent s'étonner de décisions abstruses qui sont prises à répétition, mais en plus, lui, il a, contrairement aux autres départements, la possibilité d'abaisser le joker international au détriment des autres départements. Ah non, parce que je peux vous garantir que si les stations de sport d'hiver en Savoie venaient à réouvrir, évidemment qu'on ne comprendrait pas par principe d'égalité. Pourquoi des stations dans les Alpes du Sud ou dans les Vosges ou dans les Pyrénées resteraient fermées alors que celles-ci ouvriraient? C'est-à-dire qu'en réalité, avec Val Thorens ou avec Courchevel, où j'ai eu le plaisir de me faire verbaliser volontairement parce que je voulais en avoir une. Je voulais que l'avocat de la Savoie soit verbalisé parce qu'il ne portait pas de masque en pleine nuit à Courchevel par -4 avec personne dans les rues, sur ordre de monsieur le préfet de Savoie. Mais le préfet de Savoie, c'est le représentant de l'État français dans le département. Mais l'État français est-il légitime dans le département de la Savoie? Ça fait des années que je pose la question. Si le traité d'annexion de 1860 est abrogé, comment on fait? Alors là, il y a Thierry aussi qui a une expérience de non-port de masque, puisque cette année est un petit peu spéciale. On parle de liberté, de Savoie libre, mais la liberté a été sacrément entamée depuis une petite année maintenant. Et puis, ça devient de plus en plus absurde, effectivement, avec ce port du masque, différentes choses, et notamment, justement, la fermeture des stations. On y reviendra tout à l'heure, mais peut-être 2 mots de Thierry sur son non-port du masque. Oui, non-port du masque. Pourquoi? Parce que à partir du moment où on est parti du principe qu'on mettait sur pied un gouvernement de transition sur justement ces constatations légales et sur le plan international, on avait effectivement à jouer le rôle totalement jusqu'au bout. C'est-à-dire que si on représente le gouvernement de Savoie et que donc on est un gouvernement transitoire, on n'a plus à écouter les directives de la France parce que nous savons qu'elles sont illégales. Nous savons que les préfets ne sont pas à leur place, que toutes les lois françaises n'ont rien à faire en Savoie, donc on fait ce qu'on veut. C'est-à-dire, comme souvent on le dit, on est souverain. C'est pas pour rien, le Sénat souverain de Savoie. En tant que souverain, nous avons décidé, depuis le départ de cette... parce que le Sénat souverain a été redéclaré fin de l'année dernière, fin de l'année 2009, et actif depuis 2020. Donc, depuis 2020, le gouvernement transitoire, donc Sénat souverain de Savoie, émet des injonctions envers l'État français. Et on peut voir sur nos sites, on a tous nos textes qu'on donne dans le cadre d'un journal officiel. Donc, on a un journal officiel dans lequel on transmet nos directives directement à l'État français en disant que sur le territoire de Savoie, le masque n'est pas obligatoire,
que la vaccination est totalement déconseillée, je parle de la vaccination qu'ils veulent nous mettre, qu'aucune, on ne parle même pas des 11 autres vaccinations, ça c'est encore un problème, mais que tout doit être fait dans les normes, qu'on ne doit pas faire d'élevage en batterie pour ne pas abîmer. L'histoire de respect, hein, ce que j'ai oublié de dire tout à l'heure, c'est qu'on n'a pas à martyriser des animaux pour nous les faire manger, enfin les fermes à élevage, enfin toutes ces choses-là, le glyphosate sur les terrains, etc. Donc toutes ces choses qui sont aussi importantes vont aussi jusqu'à aller dire que la monnaie de Savoie sera une monnaie qui sera aussi indexée non pas sur des valeurs matérielles mais sur l'eau, parce que l'eau, comme on parle de la Savoie comme étant un pays de beauté, de purification d'eau, d'eau pure, pardon, qui correspond quand même à 40% des réserves d'eau pure de France. Donc d'où l'importance de la Savoie aussi, mais ça veut dire qu'on doit protéger non seulement pour les Savoyards, mais pour les Français, pour tous ceux et les autres qui vont consommer l'eau. D'ailleurs, c'est aussi jusqu'en Arabie Saoudite, hein, si on regarde les viands. Donc tous ceux qui vont consommer l'eau de Savoie et donc Savoie, Haute-Savoie, doit être. On a l'obligation en tant que pays de Savoie de protéger l'eau. Une des caractéristiques sera justement d'indexer la monnaie, donc la livre savoisienne, sur l'eau. Bon, enfin, toutes ces injonctions, nous sommes en train de les donner. Donc, de fait... Donc, par un journal officiel, c'est ça? Et finalement, c'est un gouvernement de transition aujourd'hui qui prend position. Est-ce que... Un gouvernement réel. C'est-à-dire que lorsque la police... Alors, je vais citer cet exemple, justement, que bon, je me balade toujours sans masque, hein, tout comme les membres du Conseil national de Savoie ou le Conseil juridique, on se balade sans masque, parce qu'on refuse le masque, point. On a énoncé, comme la France n'a rien à nous dire sur le territoire, donc au niveau des préfets, au niveau des administrations, on écrit aux administrations françaises, à l'Élysée, etc., et copie directement à l'ONU et à différents pays, tels que les États-Unis, la Russie, etc. On notifie et on met en copie aux nations qui sont aussi en accord avec notre esprit, pas au niveau politique, avec l'esprit de ce que l'on veut faire, l'exemplarité. Donc on notifie ça. Alors évidemment, nous n'avons pas de réponse. La France, comme d'habitude, ignorance des lois, mépris, etc., tout ce qu'on connaît, donc ne répond pas. Jusqu'au moment où, aujourd'hui, on a un réel problème. Nous avons démontré que les masques, et je reviendrai sur l'expérience, les masques, c'est amplement démontré dans le monde, comme quoi c'est totalement nocif. Enfin, il suffit simplement d'avoir un peu de bon sens pour se rendre compte, pas besoin de faire des études médicales 10 ans ou 15 ans après le bac, pour se rendre compte que n'importe quelle personne va se rendre compte qu'avec un masque devant la bouche à longueur et le nez à longueur de journée, c'est nocif. Les études sont claires et c'est évident. Donc on a énoncé comme quoi les masques étaient interdits. Ce qui veut dire qu'en septembre, nous avons écrit aux 600 établissements scolaires de Savoie Haute-Savoie, en tant que Sénat souverain de Savoie, on a écrit aux chefs d'établissement et aux directions de l'éducation nationale, comme quoi nous décrétons que les masques sont interdits dans les écoles, non obligatoires ailleurs. Bon, les gens font ce qu'ils veulent, s'ils ont envie de mettre un masque, c'est pas leur problème. Mais par contre, ça ne doit pas être obligatoire. Par contre, dans les établissements scolaires, vu les études claires de nocivité à tout niveau, pas simplement pathologique, mais aussi psychologique, les études sont énormes actuellement, et on est tout à fait documenté. Donc on interdit, dès septembre, on a interdit en tant que Sénat de faire porter le masque dans les établissements scolaires. Là, et comment c'est suivi ça alors? Alors justement, première lettre, pas de réponse. Comme d'habitude, ceci, cela, ce quoi, on fait ce qu'on veut, on est la France, ils font pas ce qu'ils veulent, ils sont en train de le découvrir et ils vont le découvrir durement dans les jours qui arrivent. Et on a donc envoyé une deuxième lettre. La première lettre était circonstanciée, mais en fait pas je veux dire, ni agressive, c'était simplement un conseil. Voilà, nous on dit ceci. La deuxième lettre, comme on n'a pas eu de réponse, on leur a bien précisé qu'effectivement on n'avait pas de réponse, mais on leur a dit cette fois-ci, si vous continuez, vous ne nous répondez pas, on va faire une action juridique directe contre les responsables des établissements scolaires, c'est-à-dire les directeurs, pour mise en danger de la vie d'autrui. Et là, comme par hasard, parce que là, personnellement, c'est pas l'administration, parce que fait le responsable, quelqu'un qui travaille dans l'administration, il va dire, tiens, je vais me référer à mon administration. Puis comme ça, on fait ce qu'on veut. Moi, je reçois des ordres manifestement illégaux, comme Jacques le disait tout à l'heure. Donc, on s'appuie sur ces textes-là aussi. Et on leur dit, voilà, maintenant, c'est pas l'administration,
C'est vous, en tant que directeur d'établissement scolaire, directeur d'école, directeur d'université, c'est vous personnellement qui allez être, parce que vous êtes responsable du collège ou du lycée, etc. Et vous mettez la vie des enfants en danger. Donc à partir de maintenant, c'est une plainte pénale qui va vous arriver sur le bureau. Et là, tout de suite, on a une réponse, dans l'heure. Mais dans l'heure, hein. Oui, on a bien reçu, on transmet ça à notre hiérarchie. On répond en disant, vous pouvez transmettre autant que vous voulez à la hiérarchie, mais sachez que c'est vous-même personnellement, et la hiérarchie, elle ne va pas vous payer votre procès, votre avocat en pénal, parce que c'est du pénal, on n'est plus en civil. Et là, on est en cours actuellement, donc on est en train de rédiger une plainte qu'on va envoyer un peu partout en Savoie, pour tous les parents qui le veulent, et des plaintes collectives et constitution de partie civile du gouvernement transitoire. C'est-à-dire que nous, en tant que gouvernement, on va se porter partie civile avec les parents qui vont donc entamer une procédure. Je vais le faire aussi personnellement pour mon dernier enfant, j'en ai 5 qui est en collège. Donc le directeur, directement, va dans quelques jours recevoir une plainte pour mise en danger de la vie d'autrui. Voilà. Et pour terminer, Acte citoyen courageux. ce sont des actes citoyens directs. Et là, les personnes ne vont plus se cacher derrière leur administration. D'autant plus qu'ils ont l'obligation, et ils ont les textes, je pense que c'est de juillet 83 et puis d'autres, hein, pour l'obligation, c'est l'obligation de dire non à un ordre illégal. C'est pas un devoir ou quoi que ce soit, c'est une obligation. Donc ils vont à l'encontre de leur propre texte de loi. Alors, pour finir avec ça, pour répondre à ta première question, c'était l'histoire d'être sanctionné pour le non-port de masque. J'ai actuellement sur mon bureau 6 PV de non-port de masque. 6 PV de non-port de masque, dont 2 qui sont à 10 minutes d'intervalle. J'ai été contrôlé une fois, et je vais expliquer, une fois sur les 6. Les autres, c'était des drones ou des caméras dans les villes. Donc, reconnaissance faciale. On est dans l'intelligence artificielle, hein, d'accord, dans le transhumanisme, etc. On est en plein dedans, d'accord. Donc 5 fois sur 6, ça a été par reconnaissance faciale. C'était reconnaissance faciale ou drone, mais j'ai jamais été, je veux dire, interrogé. Oui, mais Thierry est quand même quelqu'un de connu en Savoie, non? C'est une reconnaissance facile. C'est une reconnaissance facile, oui. D'accord, bravo. Mais par contre, là, une des 6 fois, c'était en fait lors d'une manifestation qu'on avait organisée à Annemasse. Bon, il y avait 250 personnes. Bon, évidemment, je n'ai pas le masque. C'est une manifestation contre le masque dans les établissements scolaires auprès des enfants. Et on a fait défiler un certain nombre de choses. Et bon, moi, j'animais. Et à la sortie de la manifestation, pour sortir, c'était sur la place d'Annemasse, et toutes les rues étaient quadrillées, hein, comme ils font à Paris. Bon, Annemasse, c'est pas Paris, hein, donc c'est facile à quadriller. Et on voyait les Robocop un peu partout. Donc moi, je sors, je les vois. Hein, donc je sors, je retourne à ma voiture, et puis je vois le cordon qui se resserre. J'étais d'ailleurs avec un de tes collègues qui était... On allait normalement se prendre un verre, mais tout était fermé, on était très mal. Et puis, bon, ils lui ont dit... bon, vous êtes là, vous êtes qui? Puis bon, voilà, on représente la télé, voilà. Bon, ils ont laissé partir. Et ils m'ont gardé. Je vois donc arriver le commissaire d'Annemasse, avec son brassard et son adjoint, et les autres Robocop habillés Robocop, donc une dizaine autour de moi. Et donc le commissaire me dit d'un ton péremptoire, monsieur, votre masque. Je lui réponds, monsieur, je n'ai pas à vous obéir, je ne porte pas de masque, mais par contre, vous devez m'obéir. Donc il m'a regardé en me disant, comment ça, je dois vous obéir? Je dis, parce que je suis un des membres du gouvernement de Savoie, vous allez bientôt apprendre que c'est moi qui vais vous donner vos ordres. Donc il me regarde comme ça, et le temps de s'ébrouiller un peu, il me dit, bon, je vous demande de porter votre masque. Je dis, monsieur, vous ne m'avez pas compris, je ne porterai pas de masque, et par contre, je vous demande de l'enlever. Donc, ce sur quoi donc vous ne voulez pas m'obéir, on vous emmène au poste. Dessus, j'ai eu trois Robocop qui m'ont pris pour m'emmener de force au poste, croyant que j'allais me débattre. Et évidemment, j'ai dit, écoutez, vous êtes 10 contre moi, armés jusqu'aux dents, vous croyez quand même pas que je vais avoir l'outrecuidance de me battre avec vous, je veux dire, vous aimeriez bien. Non, lâchez-moi, je vous suis au poste, il n'y a pas de problème. Par contre, il y a 2 choses que vous allez devoir faire tout de suite. C'est téléphoner au procureur de la République et me donner un avocat en droit international. Tout de suite, là, faites-le. Je vous suis au poste. Donc on est allé au poste. Donc vous allez avoir une audition avec le lieutenant. Il n'y aura pas d'audition parce que de toute façon, je ne vous dirai rien. Mon nom, mon prénom, de toute façon vous me connaissez, mais il n'y aura pas d'audition. Mais par contre, je vous le dis, sinon vous personnellement, vous serez attaqué. Comptez bien que le Sénat Savoie va le faire. Donc vous téléphonez tout de suite au procureur de la République et vous me trouvez un avocat droit international.
Sinon, c'est un conflit diplomatique. Parce qu'on va jusqu'au bout. C'est-à-dire que là, on n'est pas une association. Quand la presse vient nous interroger, dire « Ah, vous avez combien d'adhérents ?» Je dis, attendez, si vous demandez à la France ou à l'Italie ou n'importe qui combien d'adhérents, ils vont dire bah, il y a 67 millions d'habitants. Donc là, les gens comprennent tout de suite. Nous, on représente le peuple. Donc à partir de là, on agit en tant que gouvernement. Et quand on a la police coloniale qui est ici, on répond en tant que gouvernement. Et on explique souvent aux personnes... Si par exemple en France, à Paris, vous avez des policiers italiens ou allemands ou espagnols qui viennent vous verbaliser, vous allez dire attendez, vous verbalisez en Espagne, en Allemagne, mais pas en France. Ben, nous, c'est la même chose. Un policier français qui vient nous verbaliser, c'est comme si un policier italien venait verbaliser des citoyens français à Paris. Donc pour terminer, à partir de là, ils m'ont mené au poste, ils m'ont demandé ma carte d'identité, j'ai donné ma carte de Savoie. Carte d'identité de Savoie. Nous éditons les cartes de Savoie. Hein, en tant que Sénat, nous les éditons. Carte d'identité et permis de conduire. Et donc, il me demande ma carte. Je donne la carte. Et le policier, qui manifestement ne savait pas, me dit « Mais monsieur, c'est pas légal ?» Je dis « Attendez. Ma carte est légale. Je suis en Savoie et j'en suis un des représentants. Vous, par contre, vous n'êtes pas légal ici. Donc, c'est vous qui devez partir. C'est pas moi. » Donc, il repart. Il donne ça à son lieutenant. Il revient. Vous n'auriez pas, alors là, sur un ton beaucoup plus doux, vous n'auriez pas votre permis de conduire? Ah, je donne mon permis de conduire de Savoie. Il regarde le permis, mais vous n'avez que ça. Mais je vous donne les cartes officielles en Savoie. Et donc il repart voir son lieutenant et dit n'oubliez pas, vous devez téléphoner au procureur et j'attends, puis de toute façon je ne dirai rien. Il revient 5 minutes après, il me dit ok monsieur, vous pouvez y aller. Et je suis parti. J'attends toujours leur truc. Ah, vous allez avoir un PV. Non, j'attends toujours. Et je leur dis allez-y, faites-moi un PV, on va rigoler. D'accord, donc il y a une prise de conscience qui se fait un petit peu parmi les commerçants. Comment ça se passe, ce port du masque dans les commerces? C'est un peu un tue le commerce. Comment est-ce que ça se passe concrètement en Savoie? Ben, par peur, répression de la République française, ils imposent le masque, les commerçants. Sauf chez moi, bien sûr. Parce que chez moi, je reconnais la Savoie. Mon magasin, il est reconnu par la Savoie et les gens, mais ils ne portent pas le masque. Même que l'ancien maire, il a enlevé son masque quand il est venu m'acheter une bouteille de vin. Et donc, la clientèle est au courant, elle sait que... Oui, ils sont au courant et puis ils sont même bien contents d'avoir un peu de liberté quand ils viennent chez moi. Et la maréchaussée, justement, les Robocop, comme Thierry appelle... Ils ont compris, même que j'aurais donné des documents et qu'ils se le partagent entre eux. D'accord, donc a priori, c'est un commerce libre. Parce que ça manque de connaissances. Les gens de la force de l'ordre, entre guillemets, c'est des citoyens savoisiens, français aussi, et ils savent bien que c'est totalement illégal ce qu'ils font. Et là, en termes de comportement exemplaire, c'est quand même... Ils sont conscients que c'est illégal, mais ils sont sous les ordres du ministère, du préfet. Et ça, depuis le premier jour, ça a été décidé? Oh, il a fallu mettre en place, ça s'est pas fait sans gueule. Hein, il y a Profession Gendarme, on parlait du fameux site Profession Gendarme, où c'est très important aujourd'hui. Là, c'est français, donc très intéressant. Il y a un site, donc Profession Gendarme, tenu par des gendarmes à la retraite et des gendarmes qui ne sont pas, qui est vu quand même à plusieurs millions d'exemplaires en France, et qui est tenu donc par la gendarmerie française. Et si ce n'était pas le cas, on se doute bien que si moi je me fais un site Profession Gendarme ou Gendarmerie nationale, dans l'heure j'ai les gendarmes qui viennent en disant attendez, là vous faites un site, vous n'êtes pas gendarme, etc. Là ce site existe depuis des années et si vous allez sur ce site, et c'est ce qu'on marque en fait, c'est ce qu'on donne en fait à nos concitoyens en disant allez voir, et particulièrement aux forces dites de police ou de l'ordre, allez voir sur votre site, regardez, vous allez voir, c'est presque un site complotiste. Nous, on est entièrement d'accord avec le site Profession Gendarme contre les vaccins, contre ce qui arrive, les histoires de l'intelligence artificielle, les masques, etc. Enfin, le gouvernement qui est un gouvernement illégitime, tout est sur le site Profession Gendarme. Et les gendarmes viennent nous arrêter en disant voilà, 135 €, machin. Alors qu'on leur dit allez voir sur votre site. Est-ce que vous êtes d'accord avec votre site de professionnel? Si vous n'êtes pas d'accord, vous n'êtes pas gendarme. Il y a un problème. Donc pourquoi les gendarmes, des gendarmes gradés, nous disent il ne faut pas le faire, donc ils sont d'accord avec nous, mais les gendarmes font quelque chose qui est illégal, en accord avec un gouvernement qui est un gouvernement de mafieux, parce que de toute façon là maintenant on est face à la mafia, c'est clair.
les laboratoires pharmaceutiques, etc. Tout ça dénoncé dans le site Profession Gendarme. Donc quand on donne ça aux gendarmes, ils disent ah ouais, c'est la contradiction. Ils sont face à leur contradiction, leur incohérence. Voilà. Ça, c'est intéressant. Il y a tout un travail d'éducation finalement Voilà. des forces de l'ordre, de la population savoyarde, de la population française, mais aussi finalement de la population suisse. Aujourd'hui, on est en Suisse. Voilà. Il y a beaucoup de liens entre les stations de ski françaises et puis les stations de ski suisses qui ont fait beaucoup parler d'elles. En Suisse, c'est vrai que le port du masque n'est pas obligatoire dans les rues. On voit quand même beaucoup de jeunes et beaucoup de gens qui en portent dans les rues. Et je crois que historiquement, la Savoie et la Suisse ont beaucoup aussi de liens. Est-ce qu'il y a peut-être quelque chose à en dire? Moi, je voulais dire quelque chose, parce que souvent un exemple permet de bien comprendre et mieux comprendre la situation qu'en restant dans les généralités. Vous avez des chefs d'établissement scolaire qui vous appellent parce que votre gamin présente des symptômes de fièvre. On a attendu 2019 pour avoir cette situation que dans une classe, si un gamin a 39 de fièvre, il faut peut-être appeler les parents pour qu'ils le soignent et qu'ils l'éloignent du reste du groupe. C'est pas nouveau. Mais ce qui est nouveau, c'est que on vous appelle en disant que en laissant entendre que votre enfant risque de tuer tout le monde, d'accord, et que votre enfant ne sera autorisé à revenir que s'il a une attestation comme quoi il n'a pas le Covid. On est d'accord. Où est le secret médical? Il dit, mais moi, le chef d'établissement dit, j'obéis au recteur, au rectorat. Le rectorat me dit que si j'ai un gamin qui a la fièvre, je dois appeler les parents et exiger des parents qu'ils fassent vacciner ou qu'ils attestent médicalement que le gamin n'a pas le Covid. Je pose la question, où est le secret médical? Que le chef d'établissement dise « Je veux une attestation d'un médecin qui dit que l'état de santé de votre enfant n'est pas incompatible avec sa présence en classe », ça oui. Secret médical. L'enfant ne présente pas un état de santé mettant en danger autrui. Mais à partir du moment où le recteur dit au chef d'établissement qui le répercute sans se demander si cet ordre est manifestement illégal. C'est manifestement illégal de demander à des gens de violer le secret médical. Mais là, on parle quand même de pandémie, finalement, d'une maladie qui est quand même très contagieuse, même si au niveau de l'échelle des pandémies, elle n'est pas au niveau de la grippe espagnole. C'est une échelle qui va de 1 à 5 à l'OMS. Comment est-ce que réagit le Sénat souverain de Savoie là-dessus? Le problème, c'est que si on rentre dans un système comme ça, où vous devez apporter à l'administration la preuve que vous n'avez pas telle maladie, alors c'est la porte ouverte à tout. Parce que moi mon enfant, j'ai pas du tout envie qu'il attrape toutes les maladies transmissibles existant sur Terre. Donc je vais exiger de l'administration qu'elle exige de tous les copains de classe de mon enfant qu'il n'a pas l'hépatite, qu'il n'a pas la rougeole, qu'il n'a pas la grippe. Oui, on va donc sécuriser totalement le truc. En fait, il n'y aura plus de secret médical. On saura qui a des maladies, qui n'a pas de maladie. Moi, je suis désolé. Exiger des gens qu'ils se soignent préventivement ou curativement sur tel type de maladie et exiger administrativement de faire la preuve que vous n'avez pas cette maladie. Ah bon, pour le Covid, on fait ça? Alors, si on fait ça pour le Covid, on va le faire pour tout. C'est-à-dire que moi, je vais demander à ce qu'il y ait une attestation de chaque gamin avec toute la liste qu'il n'a pas de pouls. Ah oui, déjà. Qu'il n'a pas de pouls. Qu'il n'a pas de mycose, qu'il n'a pas de... Qu'il n'a pas de mycose, qu'il n'a rien du tout. Et pourquoi est-ce qu'un chef d'établissement ne réfléchit pas et lorsque vous l'interrogez, il vous dit « Ah, mais le recteur m'a dit de faire comme ça. » Mais réfléchis. Tu es en train d'exiger des parents qu'ils trouvent un médecin qui va accepter, sur une attestation officielle, de violer le secret médical. Alors comment concrètement
Sénat souverain se positionnerait par rapport à toute cette problématique, qui est une problématique pointue pour le décideur, finalement, que ce soit le recteur ou son supérieur hiérarchique. Finalement, il faut à un moment prendre des décisions, décider d'actions pour quand même un petit peu calmer cette contagion. Comment est-ce que ça se passerait concrètement? En fait, c'est pas compliqué. C'est comme le masque, c'est une question de bon sens. C'est-à-dire que quand on a un peu d'intelligence du cœur, on réfléchit, on ne se contente pas d'écouter les médias menteurs, qui ne sont que le reflet et la voix d'un gouvernement lui-même totalement maqué par l'industrie pharmaceutique. Donc on commence à se poser des questions. Bon, moi, ça fait longtemps que je me les pose, ça fait plus de 40 ans, mais on se pose des questions et on analyse. On fait marcher simplement notre intelligence, ce que les gens ne peuvent plus faire, et particulièrement nos gouvernants ne font manifestement plus, et montrent l'exemple totalement inverse, et on fait ce qu'on appelle du Deus inversus, on fait tout à l'envers. Le bien devient le mal devient le bien. Votre liberté, comme dirait Orwell dans 1984, votre liberté, c'est votre esclavage. Donc plus vous êtes esclave, plus vous êtes libre. Vous comprenez, c'est très très bien, c'est ça votre liberté, on vous le dit. Donc on commence à réfléchir, on se dit là, quand on a un petit peu lu, on se dit il y a des problèmes. Et on fait les analyses de cette grippe. On regarde que, je parle de grippe, je ne parle pas de Covid, on s'aperçoit que cette grippe en question est quelque chose de très très bizarre. On entend parler de Wuhan, on entend parler d'un laboratoire donc, en Chine qui a été inauguré par Madame Buzyn et son mari Lévy, et à grand renfort de publicité française, que dans toute cette histoire, on entend parler d'un brevet Covid-19 de par l'Institut Pasteur. L'Institut Pasteur a le brevet du Covid, qu'on entend parler des gens comme Luc Montagnier, qui est quand même le découvreur du rétrovirus avec son prix Nobel. Bon, c'est un prix Nobel, c'est pas un médecin que l'on ne connaît pas. J'ose espérer qu'un prix Nobel qui nous dit « Attendez, il y a un problème sur le virus, là. C'est pas un virus normal, c'est trafiqué. » Puis qu'il y a des procès qui sont maintenant contre l'Institut Pasteur. Parce que toutes ces informations arrivent. Après, on réfléchit. On écoute des médecins, on écoute des Perron, on écoute des Raoult. Quand je dis souvent aux gens, attendez, quand vous prenez l'avion, vous ne demandez pas à un plombier de conduire l'avion. Ou à quelqu'un qui vient de sortir de l'école d'aviation, qui n'a jamais eu d'heure de pilotage, et puis qui vient juste de sortir et qui a fait ses études à travers les systèmes électroniques, tout ça, ces écrans, puis qui monte pour la première fois. Vous avez envie quand même d'avoir quelqu'un qui a quelques centaines, voire milliers d'heures de vol pour dire, voilà, je me sens en sécurité. Quand je vais chercher des informations sur le vaccin et puis sur ces virus, etc., je vais voir un virologue. Et il se trouve qu'en France, on a à Marseille le plus grand virologue du monde. C'est plutôt à lui que je vais aller poser la question de savoir si c'est dangereux ou pas. Et le mec nous dit, bon, ça va, mais on soigne, il n'y a pas de problème. Dès le début, c'est une grippette. Aujourd'hui, un an après, fin décembre, on a suffisamment de mois de recul, on connaît les chiffres. On sait très bien qu'on a eu moins de morts avec cette grippe que les autres années. Depuis, en France, par exemple, on a eu globalement en France 9000 morts de moins en 2020 qu'en 2018. Donc mais est-ce que ce n'est pas grâce au masque, justement? Grâce aux désinfections des mains? Le problème, c'est qu'aujourd'hui, tout le monde meurt du Covid. On a l'exemple d'un septuagénaire qui est tombé de son échelle par après chez nous. Bon, il était plus tout jeune, il est tombé, il est mort d'un accident. C'est marqué Covid. Mais ça, c'est dans le monde entier. Ça, on le sait. Ces cas sont répertoriés par milliers dans le monde. Donc après, l'histoire du masque, encore une fois, si on prend le masque, même principe, réflexion. On se dit, mais attendez... moi, avant, vous auriez demandé à quelqu'un de cracher quand il était malade sur la main, puis de réavaler son crachat. Je pense pas qu'il y en aurait beaucoup qui l'auraient fait. D'accord ? Or, aujourd'hui, dans le masque, en plus, vous allez voir des spécialistes. Nous, on les a, tous ces documents-là. Vous allez voir des spécialistes, des chirurgiens. Il y a des vidéos qui tournent, par exemple, qui nous disent, voilà, moi, je suis chirurgien, je vais vous montrer l'histoire du masque. Les mêmes masques, d'accord ? Qui déjà sont toxiques à la base. C'est-à-dire que la matière des masques, les gens ne se posent pas la question. Ce sont des matières toxiques, ce sont des matières qui ne sont pas naturelles. Donc déjà, rien qu'un masque neuf, on respire des matières toxiques. Bon. Et on voit ce chirurgien dont c'est le métier, qui dit, bah oui, nous on porte des masques en bloc opératoire, bien sûr. Jamais personne n'a dit, c'est pas bien de porter un masque en bloc opératoire.
Ça semble évident, et on ne s'est jamais posé la question. Et le gars nous explique, attendez, je vais vous montrer comment. Il commence à faire tout le processus, se laver les mains, mettre un truc, regarder, sortir à 1000 fois les mains propres, le masque sur le bout des doigts. Il fait toute la démonstration jusqu'après le rejet de ce masque. Et on s'aperçoit bien qu'il dit, ben voilà, porter un masque, c'est ça. Sinon, c'est dangereux. Il nous le dit. Or, qu'est-ce qu'on fait? Les gens ont leur masque dans la poche, ils rentrent dans les magasins, ils remettent leur masque. Alors, ils respirent. Quand on expire, on fait quoi? Enfin, on ne va pas nous demander d'aller respirer nos selles. Si vous, on peut essayer, on ne s'essuie plus maintenant, puis on met sur le masque. Le jour où on nous dira, peut-être qu'on va peut-être le faire, parce qu'on va me dire que c'est bien pour nous. On ne va pas le faire. Or, ce qu'on exulte, à la fois par la bouche et par le nez, c'est bien des rejets. Nous savons aussi sur le plan, alors là je suis absolument effaré, parce que j'ai un peu de connaissances médicales, mais absolument effaré, c'est que les médecins ne réagissent pas. Mais non, ils ont combien là? 55 € quand ils déclarent un Covid? Ou maintenant 4,50 € par chaque consultation quand ils font un acte disant que... Mais c'est absolument fou. Ils font plus le serment d'Hippocrate, ils font le serment d'Hypocrite. Ils sont tous dans le formatage de l'industrie pharmaceutique. Mais c'est absolument aberrant. Et on a vu quand même le professeur Raoult se faire attaquer par l'ordre des médecins. Est-ce qu'il n'y a pas une crainte? Est-ce qu'il n'y a pas des conflits d'intérêts aussi par moment? Moi, je rigole avec le professeur Raoult, parce que le professeur Raoult est effectivement très content de se faire attaquer par l'ordre des médecins. Nous-mêmes, d'ailleurs, on a une action qui est en cours auprès de l'ordre des médecins de Savoie. Donc là, par le biais du conseil de la commission santé du Sénat, et ils vont entendre parler de nous de plus en plus. Alors là, on les attend, vraiment, on les attend, hein, vraiment. Et donc, par rapport à ça, notre prise de position, c'est une prise de position de bon sens, simplement du bon sens. Et l'histoire des masques, alors dire que les masques, ce serait ça qui aurait diminué la mortalité en France, alors là, je voudrais bien qu'on me fasse la démonstration, toujours la même chose. Nous savons que les masques entraînent une augmentation des maladies. Toutes les études ont été faites. Donc, au contraire, c'est plutôt pour augmenter le cas des maladies à tout niveau. Voilà. Y a-t-il eu du travail de fait sur la lutte contre les maladies nosocomiales dans les hôpitaux dans le monde? Est-ce qu'on a attendu le Covid pour imaginer que peut-être, en se lavant les mains, en portant les masques, on limiterait la transmission des maladies nosocomiales dans les hôpitaux? Je pose la question. Les hôpitaux ont attendu 2019 pour devenir intelligents. Ils n'ont pas réfléchi depuis 20 ans que les masques existent et que les maladies nosocomiales sont responsables de morts embêtants, engageant la responsabilité des établissements. Les hôpitaux dans le monde entier n'ont pas réfléchi à l'utilisation du masque généralisé chez les soignants. Pourquoi faut-il attendre 2019 pour que soudain on considère que le port de masque, c'est la panacée mondiale? Donc en fait, c'est la panacée mondiale, mais ce n'est pas la panacée dans un établissement où il y a des maladies nosocomiales. Non, il y a eu des commissions qui se sont réunies pendant des années et des années et des années, et qui ont conclu à la chose suivante. Dans un hôpital, pour limiter la transmission des maladies nosocomiales, il ne sert à rien de porter des masques partout, car il suffit qu'il y en ait un seul qui n'utilise pas son masque correctement, qui remette son masque usagé dans la pile des masques qui sont censés être neufs. Pour que non seulement le port du masque ne diminue pas la transmission des maladies, enfin le nombre de maladies nosocomiales dans un établissement, mais qu'au contraire, il explose. Alors comment peut-on imaginer qu'à l'échelle d'une population, un système de protection par le masque qui a été abandonné après réflexion concernant des personnels formés avec du matériel mis à leur disposition, du FFP2, hein, pas du masque en papier crépon. Hein. Comment se fait-il que depuis des décennies, dans les hôpitaux du monde entier, on conclut qu'il était inutile que tous ceux qui regardent cette vidéo ne me contrediront pas, ils ont vu des hôpitaux entiers fonctionner sans que
toutes les infirmières passent d'un patient à l'autre en changeant de masque. On a vécu pendant des décennies avec des hôpitaux qui ne faisaient pas ça. Pourquoi ne le faisaient-ils pas? Parce qu'ils étaient des idiots? Non, c'est parce qu'ils avaient réfléchi et qu'ils s'étaient rendus compte que si effectivement à l'hôpital toutes les infirmières faisaient les choses correctement, on baisserait le nombre de maladies nosocomiales. Mais que si il suffisait qu'il y ait une toute petite portion qui ne respecte pas le protocole, et à ce moment-là, le masque produisait des effets inverses. On a essayé quand même aujourd'hui d'éduquer la population. Au niveau de la population, donc la population, personne ne connaît quelqu'un qui a utilisé 2 fois son masque, qui l'a mis dans sa poche et qui l'a remis le lendemain ou 5 minutes après avoir touché un truc. On nous a dit, bon, c'est pour protéger les autres finalement. Comment est-ce que les gens qui ont l'habitude du masque, comment ça se passe dans les commerces? Comment se fait-il que les policiers en France aient été interdits de porter les masques? Il y a certains policiers qui voulaient porter les masques. On leur a interdit par voie de circulaire de porter les masques pour ne pas affoler la population. Et ce sont les mêmes qui aujourd'hui vont verbaliser les citoyens pour ne pas porter de masque, alors qu'eux-mêmes auraient voulu en porter, ont donc largement diffusé le Covid en demandant les attestations sans masque, en s'engueulant avec les gens qui n'en avaient pas, parce que si vous n'aviez pas une attestation attestant sur l'honneur que vous étiez en train de faire ce que vous étiez en train de faire. D'accord ? J'atteste que je vais chercher de la purée. Ah bah si vous attestez que vous allez chercher de la purée, vous pouvez aller chercher de la purée. Bon, non, on est dans le délire complet. Et on est dans le délire d'autant plus complet qu'au départ, les policiers qui touchaient les attestations et vous les rendaient, d'accord, s'engueulaient avec les gens et que leur hiérarchie leur interdisait de porter des masques pour ne pas affoler la population et ne pas leur donner l'impression qu'il fallait vite mettre tous des masques. Bon, on a les mêmes policiers qui aujourd'hui portent le masque et verbalisent ceux qui n'en ont pas. Mais la population aujourd'hui est justement un peu effrayée du fait que certaines personnes ne portent pas le masque. Comment est-ce que ça se ressent dans un commerce comme celui de Jacques, par exemple? Non, pas du tout. Pas du tout. Ils se sentent libres. Et tout le monde sait que le masque, c'est uniquement par peur des répressions. Tout le monde sait que ça sert à rien. Dès qu'on dit de leur enlever, ils l'enlèvent tout de suite et ils respirent. Non, mais ça, ils ont tellement peur, les gens, ils réfléchissent plus, mais ils se rendent bien compte quand on leur dit que c'est pas bon, ils disent tous oui, c'est pas bon, je ne supporte plus. Ils le savent. Ça c'est indéniable. Je voudrais répondre à une question que tu posais. Souvent, les gens disent « Ah oui, mais par esprit de civisme. » Alors oui, dans l'esprit de civisme. Mais c'est pour vous protéger, vous. On a dit « Attendez. » Moi, je leur ai dit « Attendez. Il y a un problème. Non seulement vous ne me protégez pas, parce que l'immunité humaine, nous sommes tous un. D'accord ? Nous sommes des êtres humains. L'immunité se développe par le contact et par le groupe. Donc si au contraire, c'est pour ça que je parlais de Deus inversus tout à l'heure, des valeurs inversées, pour être avec un système immunitaire qui fonctionne convenablement, nous sommes faits comme ça. On respire des millions de virus et même des centaines de millions de virus à l'heure. Il n'y a pas que le Covid. Hein. Donc, ça, on le sait. C'est pour ça que je m'étonne que les médecins ne puissent pas le dire. Parce qu'ils ont appris quoi sur les bancs de médecine, à part à vendre des médocs, un serment d'Hippocrate, puis d'Hypocrite, d'accord, d'Hypocrite, pas d'Hippocrate. Et donc, en fait, on se retrouve avec des gens qui ont des masques qui les rendent malades. Quand ils étaient sains, les masques les rendent malades. Et donc, en se rendant malades, ils nous transmettent leur maladie. Donc, je veux dire, même ça ne va pas. Et je fais un petit aparté aussi. On a fait le 6 septembre une manifestation à Chambéry devant la cour d'appel de Chambéry, hein, qui est normalement le bâtiment, c'est l'Élysée de la Savoie. Hein, et ça a été retracé dans différents journaux en disant que c'était un rituel dit satanique. Ça sort de plus en plus. Les gens sont en train de dire oui, c'est un rituel où on met un masque devant qui est en fait une muselière. Et c'est pour ça quand on parlait quelles sont nos décisions, on va regarder jusque là. Symboliquement, ça veut dire quoi porter un masque?
on porte des masques quand on fait des rituels de soumission. Donc, en fait, on conduit la population à être soumise à un État qui est un État tyrannique et qui obéit à des lois qui sont totalement inversées. Donc, c'est là où on prend des décisions en disant non, il n'y a pas de problème. Et quand on regarde les études pour le développement du système immunitaire, le système immunitaire se développe dans le contact. La dernière fois, il y a 15 jours, on s'est réunis pour le Sénat là, à la fin d'année. On était au-dessus de Chambéry, dans une salle à 30. Hein, tu étais là, Jacques. On s'est tous pris dans les bras, on a passé la journée ensemble. Bon, il y avait des hommes, des femmes, on s'est embrassés, entre 25 ans et 75. Je veux dire, on est tous morts. Et moi, je suis mort 3 fois déjà depuis. Non. Et on n'avait pas le droit, hein, c'était 600. On attendait la marée chaussée, ça serait bien marré d'ailleurs, mais on était à 30 dans une salle qui pouvait en contenir une trentaine d'ailleurs. Et personne n'est tombé malade. Personne n'est malade. Mais il faut arrêter le délire, quoi. Personne, au contraire, on se porte comme un charme, on est très bien. On en est là. Disons qu'on a eu de la chance, on est encore vivant. Et pourtant, Thierry, tu es une personne à risque, on pourrait dire, hein, avec ton âge. 61 ans cette année, ce mois-ci, oh là là. Non, mais c'est n'importe quoi. Peut-être 2 mots quand même, puisqu'on est en Suisse aujourd'hui. 2 mots entre le rapport, et à Genève plus particulièrement, entre la Savoie et la Suisse et Genève peut-être. Qu'est-ce qu'on peut dire du passé et aussi surtout de l'avenir? Alors là, la Savoie, son destin est intrinsèquement lié à celui de la Confédération helvétique, de par l'histoire du canton de Genève. Les fameuses cessions de communes pour constituer le canton de Genève. On est au cœur des traités internationaux, de la neutralité helvétique, du statut de la Savoie découlant du traité de Paris de 1815. On ne peut pas imaginer que quelque chose de fabuleux ait lieu en Savoie sans que la Confédération helvétique ne soit impactée. C'est impossible. D'accord, donc la Savoie libre, finalement, pourrait avoir des répercussions sur la France, sur beaucoup de pays, mais également, finalement, sur la Suisse, qui pourtant est un petit peu un îlot à part dans cette Europe. Alors, je vais être volontairement provocateur. On désigne la Suisse comme l'exemple, parmi les exemples de démocratie directe et participative. Bon, c'est vrai. C'est vrai. Mais il n'y a pas de problème de démocratie participative en Suisse. Le système est parfait. Le système n'est pas lacunaire. Il n'y a pas de trou dans la raquette. Il n'y a pas quelques petites décisions qui échappent à la volonté populaire ou qui sont imposées aux populations suisses, même si elles sont suisses et même si elles appartiennent à un pays réputé mondialement, à juste titre, comme étant un système de démocratie participative. On parlait du statut de lanceur d'alerte aussi, qui est un problème aussi. Imaginons que la Savoie, dans le genre démocratie participative, fasse encore mieux que la Suisse. J'ai pas dit fasse moins mal, j'ai dit fasse mieux. Sachant que les Suisses aiment la qualité et aiment les systèmes qui sont les plus parfaits possibles. Peut-on imaginer la Suisse avec son système de participation démocratique directe assiste à la renaissance d'un pays dont le système de démocratie participative directe soit encore meilleur que la sienne, sans que la Suisse ne réagisse? Je n'y crois pas. Je pense que la Savoie peut faire mieux que la Suisse. Mais que si la Savoie fait mieux que la Suisse fera ce qu'il faut pour faire encore mieux. Voilà. Et on est dans une dynamique positive. C'est-à-dire on peut prendre l'exemple suisse dans ses aspects positifs. Mais il y a des aspects négatifs dans le système suisse. Il y a des trous dans la raquette. Même les Suisses s'en aperçoivent. Mais
la Suisse s'est installée dans un système, dans son système. La renaissance d'un État voisin qui impulserait cette nouvelle idée qu'on peut faire mieux que la Suisse, bénéficierait à la Suisse. Je crois au cercle vertueux. Surtout que la Suisse est plus une fédération qu'une confédération. Oui, le glissement actuel de la Suisse vers un système éloigné de ses aspirations de départ pourrait utilement bénéficier d'une renaissance d'un pays s'appuyant sur les valeurs positives de la Suisse qu'elle a su conserver pour en développer encore d'autres, les moderniser et faire en sorte que oui, il y ait un lien évident de fraternité entre le peuple de Savoie et le peuple suisse. C'est sûr. Mais dans une dynamique vertueuse. La Savoie n'a jamais, enfin en tout cas au niveau juridique, n'a jamais attaqué frontalement la Suisse. Vous ne trouverez jamais dans aucun de mes écrits une attaque frontale. Donc c'est une main tendue. Oui, c'est une main tendue. Je souhaiterais que la Savoie remercie, enfin le peuple de Savoie remercie le peuple suisse comme étant un de ceux qui l'ont le plus inspiré. Mais l'élève Savoie veut dépasser le maître suisse. Et connaissant les Suisses, je ne me fais pas d'illusions sur le fait que la Suisse saura faire encore mieux que la Savoie lorsque la Savoie aura réussi à faire mieux que la Suisse. Et cette émulsion, c'est le rêve que je caresse pour la Savoie. Si je réussis par mes démonstrations juridiques à sauver, entre guillemets, 1 500 000 Français d'un joug administratif de type dictatorial, en réalité, je sauve les 65 500 000 autres. En réalité, il faut rentrer dans un cercle vertueux. L'aspiration par le haut. Voilà. Et il n'y a pas de pays pauvres, il n'y a pas de pays riches, il n'y a que des pays souverains qui ont intérêt à vivre ensemble, etc. Moi, je suis l'avocat de la Savoie. Je ne suis pas là pour réconcilier tous les Savoyards et les non-Savoyards et les Français qui sont dessus. Non, je suis là pour proposer une solution qui satisfasse tout le monde. Voilà, qui satisfasse tout le monde. La Savoie n'est pas un problème, c'est une solution. Pas uniquement pour elle, pour la France, pour l'Europe, pour le monde. Dernier pays à être décolonisé, avec les moyens de ses ambitions, avec une volonté d'infléchir la politique étrangère française, parce que la politique étrangère française, elle est cuite, notamment en Afrique. En Afrique, les Africains ne croient plus à la diplomatie française, mais ils pourront croire de nouveau, et sans qu'on les abuse, à une politique étrangère française qui, compte tenu de l'histoire de la Savoie et de cette décolonisation sur le tapis vert du droit, à la dernière minute, je crois à l'avenir de la Savoie aussi parce que c'est un pays francophone. Donc la francophonie, la Suisse est un petit peu concernée aussi, pour partie. Est-ce qu'au niveau mondial, la francophonie est aussi utilisée intelligemment qu'elle pourrait l'être? Je pense que non. L'arrivée d'un nouveau pays avec des priorités qui mettrait par exemple la francophonie en avant bénéficierait à la Suisse, bénéficierait au Luxembourg, bénéficierait à la Belgique, bénéficierait à toute l'Afrique de l'Ouest. Donc ce virage de la Savoie peut initier un virage général. Et puis j'attire l'attention de tous les juristes sur un petit point très, très amusant.
la France a le droit de veto au Conseil de sécurité. C'est une des 5 nations qui a le droit de veto. Oui, mais Savoie, Nice et Haute-Savoie, ça fait bien 3 départements sur 101. Donc il y a 3% du droit de veto français à l'ONU qui est détenu par le peuple de Savoie. Alors qu'est-ce qu'il en est de ces 3%? Je pose la question. Si le traité de 1860 est valable, ces 3%, ils se noient dans le droit qu'a le peuple français souverain, le souverain peuple souverain de France, parce que la France n'a pas été toujours une république. Hein. Et depuis Clovis, il me semble que même le roi exerçait la souveraineté, mais qu'elle appartenait fondamentalement au peuple français. Et je crois que ça ne peut pas se mettre revenir en arrière, même en changeant de république. Faut pas l'oublier. Cette souveraineté du peuple, elle est retranscrite, elle apparaît dans le préambule de 1946 de la Constitution française, où on dit, article 18, les pompiers, la France, fidèle à ses traditions, aide les peuples dont elle a eu la charge de l'administration de voler leurs propres ailes et d'acquérir leur souveraineté, etc. Mais charité bien ordonnée commence par soi-même. Si la France et le peuple français, fidèle à ses traditions, encouragent les peuples qu'elle a administrés à exercer pleinement leur souveraineté, alors c'est le moment pour les Français de se souvenir que eux aussi seraient bien inspirés d'exercer pleinement leur souveraineté. Et même les Suisses, dont le système est tellement vanté, est tellement pris en exemple, sont-ils entièrement contents et estiment-ils réellement être souverains? Il y a eu quand même quelques épisodes dans l'histoire récente de la Confédération helvétique dans lesquels la question s'est posée. Hein, il y a quand même quelques petites décisions qui ont été imposées ci ou là. Et j'ai lu récemment qu'il y a encore quelques communes en Suisse où on vote à main levée. Oui, c'est exact. Ouais. Voilà. Ce qui montre bien qu'il y a des particularités tout à fait intéressantes et que faire des généralités, ça a des limites. La Savoie, elle est dans une situation tellement singulière, tellement atypique, qu'elle a tellement la possibilité de faire table rase de tout ce qui s'est passé la concernant depuis 1815. Elle a la possibilité de vivre ce rêve que tous les peuples du monde ont. Ah, si on pouvait repartir 200 ans en arrière et éviter une mainmise du système financier, bancaire, politique, corruptif, etc. Tout le monde rêve de ça. Mais en réalité, il y a un petit endroit dans le monde où, par l'effet d'une injustice flagrante, parce que évidemment que la Savoie aurait dû être décolonisée en premier, elle a été décolonisée en dernier. Et curieusement, ça se retourne à son avantage, mais pas uniquement à son avantage à elle, c'est à l'avantage de tout le monde. C'est beau, c'est beau. Oui, c'est amusant comme truc. Tout le monde rêve, même les financiers, même les banquiers, au moment où je parle, là, nous sommes le 5 janvier 2021. Les banquiers du monde entier ne rêveraient pas d'avoir une gomme magique et de faire repartir tout à zéro au début du 19e siècle. Ils en rêvent tous, mais ils ne peuvent pas le faire. Mais la Savoie peut le faire. Et si la Savoie le fait, tous les autres peuples du monde peuvent le faire. En réalité, la Savoie n'est pas un problème. C'est une solution pour tous les peuples du monde. C'est beau, c'est très inspirant. Et peut-être pour terminer cet entretien, on a eu 2020 qui était une année quand même assez terrible pour beaucoup de monde. Hein. 2021, en 2 mots chacun peut-être. Jacques en premier, comment tu vois 2021? On va écouter la voix. On va écouter notre voix, le savoir. Et ça sera tout merveilleux. Ça, j'en suis convaincu que les gens ils vont repartir dans l'espoir. Bon, bah, moi, je pense que 2021, c'est le moment d'y aller. On a conçu un dispositif assez raffiné.
à plusieurs étages. Il y a toutes sortes de paramètres qui devaient être mis en place et de configuration générale, d'opportunités, de météorologie diplomatique mondiale pour que la Savoie donne de la voix en 2021. Ça m'étonnerait vraiment que la fusée Savoie à plusieurs étages ne décolle pas cette année. Nous sommes le 5, je crois que la météo américaine risque de changer dès demain, ou en tout cas à la fin du mois. Demain, la journée des rois, ouais. Voilà, en fonction de la météo diplomatique mondiale, la Savoie montrera l'exemple et abaissera ses cartes. Elle peut le faire. Elle peut le faire dès aujourd'hui. Si elle ne le fait pas, c'est que la météo n'est pas encore parfaite. Mais nous y sommes. Donc en 2021, la France, qui est dans un piteux état, va réaliser une bonne nouvelle. C'est que 3 départements sont déjà en voie de guérison. Voilà. Et toi, Thierry, dans le poste de pilotage, finalement, prêt au décollage? Oh ouais, je pense qu'on est déjà en train d'allumer on vient d'allumer d'ailleurs le 31 décembre la fusée, ça commence déjà à chauffer. Donc le 31 décembre, nous avons envoyé une lettre à l'ONU au comité des 24 pour demander l'inscription à la décolonisation. Donc, et pour relancer en fait ces 3 décennies comme Fabrice en parlait tout à l'heure, de décolonisation, on vient simplement de demander que ce serait très bien maintenant qu'ils ouvrent une 4e décennie parce qu'ils ont oublié la Savoie dans l'histoire. Mais c'est un oubli volontaire, étant donné que de par Fabrice, la première saisine a été envoyée en 2015. Et pour signifier que on demandait la décolonisation. Ils ont mis 5 ans, puis en 5 ans, là, on a attendu la dernière minute de l'année. On n'a toujours pas eu la dernière minute à 23h59 du 31 décembre 2020, la démonstration. Ah oui, ok, on a oublié la Savoie. Alors non, on leur dit, attendez, il y a la Savoie est là. Donc il y a ça. Et je voudrais, pour conclure, placer tout ça dans un cadre international, parce que on a bien compris que la Savoie, c'est l'exemplarité. Donc c'est pour ça qu'on parlait tout à l'heure de respect, de probité, de transparence. Bon, puis en fait, les valeurs du cœur que Jacques a bien... on voit bien l'âme de la Savoie. C'est retrouver sa voix, c'est-à-dire son intégrité, sa souveraineté. Souvent, on a parlé de la souveraineté comme étant du nationalisme, d'extrême droite, mais pas du tout. Est-ce que être souverain en soi-même, c'est être, nationaliste, d'extrême droite, etc. Est-ce que montrer son identité, c'est pas normal? Donc nous, on montre la voie de l'identité face au globalisme. On parle de nouvel ordre mondial et maintenant on parle de globalisation. La globalisation, c'est la pensée unique. Tout le monde doit penser, d'ailleurs, tout le monde doit porter le masque. Comme on dit, c'est comme ça, c'est pas comme ça. Tu restes chez toi à telle heure, tel couvre-feu à telle heure, etc. Et tout le monde fait comme ça. Nous, on dit non. Nous, on dit nous sommes souverains. Moi, j'ai pas à recevoir un ordre d'un mafieux, parce que la grande partie des gouvernants, on le sait, ils vont tous en prison. On a encore repris aujourd'hui, ils sont tous, entre des Sarkozy et autres, c'est en France comme ailleurs, ils vont en prison. Moi, j'ai pas envie de recevoir des ordres de ces gens-là, encore moins des laboratoires pharmaceutiques. La Savoie dit non. Et terminer sur la globalisation, mais cette fois-ci de cœur, c'est-à-dire la souveraineté internationale. C'est-à-dire que chacun, moi je représente la bannière de la paix, le cercle international de la bannière de la paix à Genève. La bannière de la paix, la conception qui est un traité de La Haye, donc international reconnu par l'ONU, la Croix-Rouge, etc., l'UNESCO, comme étant la culture comme facteur de paix. Et l'objectif, c'est de dire, nous enrichissons nos différences. C'est comme avec le système immunitaire tout à l'heure, c'est en confrontant nos différents systèmes immunitaires que nous sommes unis et sans problème. Dans les nations, c'est pareil, nous enrichissons de nos différences. Encore faut-il cultiver et défendre les différences. Que notre voisin soit différent de nous, que tant mieux. Et on va voir l'autre en disant, c'est quoi ta différence? Ah, ça c'est bien, nous c'est ça, et on partage. C'est comme ça qu'on avance. Et la Savoie doit montrer l'exemple. Donc aujourd'hui, nous sommes dans ce qu'on appelle l'apocalypse.
Alors, l'apocalypse, d'aucuns disent, eh bien, la fin du monde. Non, 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 au contraire, c'est une renaissance. Et 2021, c'est l'apocalypse, c'est-à-dire la révélation. C'est-à-dire que nous sommes en train de tout révéler. Bon, on parlait de Trump et dire tout ce qui est en train de se passer là, maintenant, au moment où on parle. Et on est en train de révéler le mal comme le bien. Donc, et la Savoie, ben, elle a sa pierre, peut-être est-ce la pierre angulaire, celle qu'il faut vraiment prendre comme étant la base de la renaissance d'un nouveau monde. Voilà, avec le Mont Blanc comme symbole. Donne-moi un point d'appui et je soulèverai le monde. Voilà. Merci beaucoup pour... Comme point d'appui, le Mont Blanc et le Mont Blanc, la Suisse, l'Italie, la France, on connaît bien cette montagne. On se la partage. On paye même des géomètres depuis des décennies à ne surtout pas rendre leur conclusion de savoir à qui appartient le Mont Blanc. Bon, avec cet entretien, chacun se fera une idée. Il suffit de travailler un petit peu pour se rendre compte que oui, il n'y a pas de problème. Le Mont Blanc, c'est le Mont Blanc, toit de l'Europe. C'est le plus haut sommet de la Savoie et c'est à partir de celui-là et lorsque la bannière de la Savoie sera de nouveau plantée sur ce sommet qu'effectivement une certaine direction de pensée peut émerger et diffuser en premier lieu en Confédération helvétique, en second lieu sur la France, en troisième lieu sur l'Europe et sur le reste du monde, parce que la Savoie est un cas juridique tellement particulier qu'il peut être l'étincelle pour passer à un monde 3.0 sans passer par l'intermédiaire 2.0. C'est-à-dire que les systèmes sont moribonds, on va trouver les moyens de colmater, de créer quelque chose de 2.0, mais la Savoie ne peut pas faire ça. Elle ne peut que inventer un 3.0. Et ce 3.0, le faire le plus exemplaire possible, afin de simplement, par capillarité et par exemplarité, inspirer un virage général vers quelque chose de plus transparent, de plus individuel. Aujourd'hui, chacun a toute la culture du monde dans sa poche. On peut utiliser la technologie non pas pour asservir, mais pour libérer. Que l'on sache en temps réel quelles sont les dépenses au centime près de nos représentants, de nos ministres, etc. C'était impossible il y a quelques décennies. Ça aurait même été contre-productif. Mais aujourd'hui, c'est plus le cas. On peut inventer des règles intégrant les nouvelles technologies, etc. Mais il y a des lobbies, il y a des trucs, il y a des intérêts, il y a des planifications de business plan qui se heurtent à ce genre de réforme. Eh bien, la Savoie, elle s'affranchit de tout ça. Comme l'avait annoncé Thierry Bécourt, la transition, la sécession, la dédépartementalisation de la Savoie et de la Haute-Savoie de la France, ça peut se faire en 2 ans, tout simplement parce que le rattachement s'étant fait en 2 ans. Comment peut-on imaginer que l'on construise, que l'on fabrique un pullover, que l'on tricote un pullover en 2 ans, mais en tirant sur le fil, il faut mettre plus de 2 ans pour le détricoter. Non. Le rattachement de la Savoie à la France a pris 2 ans. Le détricotage, le détachement peut prendre 2 ans. Maximum. Voilà. Maximum. Eh bien, on se réjouit vraiment de suivre tout ça. Je vous remercie vraiment pour votre engagement, pour le temps que vous avez consacré à cet entretien, pour toutes ces explications. Et je pense que voilà, on va suivre ça avec beaucoup d'intérêt. Et je pense que le peuple savoyard, mais le peuple français et suisse, sera aussi très content d'entendre ce qui se passe vraiment au front. Et vraiment, on vous remercie pour cette visite aujourd'hui et pour cette rencontre entre voisins. Ce sera une bonne année 2021. Et merci à la Suisse, qu'on a beaucoup d'amis suisses, on est beaucoup avec les réseaux suisses, on ne citera pas de nom, mais bon, et on est frères, sœurs, comme avec la France, comme avec l'Italie, comme avec... Donc merci à la Suisse, nous sommes pas là. Merci. Merci.